Maître incontesté du ciel de la cordillère des Andes, le grand condor est sans aucun doute le plus parfait des êtres vivants capables de s'élever dans les airs. De tous les merveilleux oiseaux, il est le seul à avoir été élevé au rang de divinité. Les Incas lui prêtaient le pouvoir de prendre chaque soir le soleil dans ses serres pour le mettre à l'abri des sombres desseins des créatures de la nuit. À trop envier les performances des grands oiseaux, l'homme n'a eu de cesse de vouloir les imiter, au risque comme Icare de se brûler les ailes en s'approchant trop de l'astre solaire. La petite aile delta utilisée par Nicolas pour survoler le plus aride des déserts est l'aboutissement d'un progrès considérable dans le domaine du vol humain. Mais elle ne lui permet pas de glisser avec l'aisance du Condor au-dessus de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Ushuaïa Nature a choisi de suivre la piste du plus emblématique des oiseaux le long de la cordillère des Andes, tout en prenant le temps de découvrir l'avifaune exceptionnelle qui s'est établie des deux côtés de celle-ci. Nicolas s'est posé sur l'île Independencia, au sud du Pérou. Un havre de paix pour les oiseaux de mer et le point de départ d'un long vol avec escale. Magnifique, il y a des pélicans qui volent en altitude, il y a cette colonie de fous qui est tranquille au sommet de la falaise, puis il y a tous ces sternincas qui viennent profiter du vent qui frappe la falaise et qui font des vols quasiment immobiles dans le vent. Qu'est-ce que c'est beau! C'est l'écrivain Colette qui disait que la plus grande injustice au monde, c'est qu'il y ait des êtres qui volent, et elle n'avait dit ça qu'en observant seulement les pigeons des jardins du Palais Royal à Paris. C'est vous dire que son sentiment aurait été renforcé si, comme nous, elle avait eu le bonheur d'observer le vol de ces grands oiseaux marins. Bonsoir, ça fait maintenant un peu plus d'un siècle que l'homme tente de remédier avec plus ou moins de bonheur à cette injustice, de se débarrasser de ce fameux complexe d'Icare avec des outils et des machines variés, comme cette aile delta qui, elle, permet de voler de manière assez proche de celle des oiseaux, même si on est très loin de leur performance. Et ce qui est très curieux, c'est que plus l'homme tente de quitter le sol, plus il découvre le monde des oiseaux et plus il prend conscience que ce sont des êtres rares, ultra perfectionnés, ultra sophistiqués, comme si la nature les avait gratifiés de tous les dons. Ce soir, Ushuaïa Nature, justement, va se pencher et focaliser sur ces animaux qui, les premiers, mis à part les insectes, ont su se libérer du fardeau de la pesanteur. Et pour ce faire, nous allons sillonner de part et d'autre de la cordillère des Andes, ici, au Pérou, qui compte à peu près 1800 espèces d'oiseaux différentes, mais aussi plus au sud, en Argentine, pour tenter de rencontrer quelques-uns des oiseaux les plus prestigieux, et notamment aux deux extrémités de l'échelle de taille, le plus petit d'entre eux, le colibri, le plus grand, l'oiseau sacré, le condor des Andes, et avec Michel Terrasse, qui est ornithologue, qui a été un des premiers à étudier les condors, nous allons croiser la route des Incas et le chemin des civilisations pré-Incas, notamment la civilisation de Nazca, qui a tracé ces énigmatiques lignes et fresques dans ce désert qui vient mourir dans le Pacifique. Et le plus étonnant, c'est que l'ensemble de ces sociétés, dans leur représentation divine, accordaient justement une importance prépondérante aux oiseaux. C'est ce que nous verrons tout au long de ce parcours. Ces îlots inhospitaliers, battus par la puissante houle de l'océan Pacifique, ont été au fil du temps couverts d'or blanc,
par les milliards d'oiseaux qui y ont nidifié. Du point culminant de l'île Independencia, le regard découvre un univers dont les grands pélicans blancs sont encore les rois. Nicolas rejoint Michel Terrasse, l'ornithologue français qui connaît le mieux ces territoires du bout du monde. Ça va, Michel? Ah, c'est fantastique. On est dans un poste d'observation. Oh là 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 là. Regarde ça. Il y a un mouvement perpétuel ici, vraiment. C'est marrant parce que tu vois, le vent vient du large, il frappe cette falaise et du coup ça crée une espèce d'ascendance dont les oiseaux profitent. Regarde Oui, ça. comme ça, ils peuvent traverser ce détroit qui est là. C'est magnifique. Ils volent à l'économie, hein. Voilà, aucune dépense d'énergie. Quand tu penses que les plus grands des oiseaux marins, qui sont les albatros, sont capables, en volant justement à l'économie au ras des vagues, d'aller chercher leur nourriture à plusieurs milliers de kilomètres, ça c'est quelque chose d'insensé qui dépasse complètement nos facultés. Alors ceux-là sont plus chanceux parce que le courant apporte tellement de nourriture à tous ces oiseaux que depuis des millénaires ils sont là. Et ils vivent sur ces îles à guano de façon absolument tranquille et sereine, éloignés du continent, sans C'est ça qu'on prédateurs appelle terrestres. les fameuses îles à guano. Ici, la mer est très riche. Ouais. Il y a des espèces d'oiseaux qui s'y sont adaptés, des pélicans, des cormorans, des fous, des manchots. Et puis, bien entendu, avec une pareille richesse et une absence totale de pluie, ces fientes d'oiseaux s'accumulent au fil des siècles et des millénaires. Et si on ne fait rien, ça peut atteindre des dizaines de mètres. Voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans l'ancien monde, on était friand de guano car c'était l'ancêtre des fertilisants chimiques actuels. C'est un merveilleux engrais pour l'agriculture. On a des preuves, grâce à des poteries qu'on a trouvées dans les îles à guano, que déjà à l'aube de ce millénaire, les civilisations précolombiennes extrayaient cette crotte, cette fiente d'oiseaux, l'emmenaient à dos d'homme en haut de la cordillère des Andes, puisque c'est là qu'ils vivaient, pour faire pousser leurs fameuses pommes de terre. Donc c'était déjà des agronomes grâce à cet engrais extraordinaire qui est, paraît-il, 30 à 40 fois plus puissant que n'importe quel engrais domestique d'une campagne française. Et ceci explique cela, c'est qu'au début du siècle, il y a eu beaucoup de vagues de migration qui ont été dues à ce rush, cette ruée vers le guano. Alors le rush vers le guano, c'est un peu la marine, c'est les caporniers à la fin du 19e, qui partaient de la côte pacifique du Pérou, du Chili, Valparaiso, qui franchissaient le Cap Horn, et puis tous ces bateaux arrivaient en Europe, aux États-Unis, et vendaient le guano, vendaient ce nitrate, qui était l'engrais le plus moderne pour l'époque. Je crois qu'on a extrait 30 à 40 millions de tonnes en seulement 10 ans d'un seul archipel du Pérou, à tel point que les Péruviens ne payaient plus d'impôts à la fin du 19e siècle. Alors à ce moment-là, bien entendu, l'exploitation sereine et prudente que faisaient les Incas, qui punissaient de mort d'homme quiconque dérangeait une colonie d'oiseaux à guano, s'est fait de façon complètement anarchique. C'est la poule aux œufs d'or qu'on a massacrée. On a pris le guano pendant que les oiseaux couvaient. Bien entendu, les oiseaux ne pouvaient plus nicher. Et en l'espace de quelques dizaines d'années, avec des millions de tonnes de guano enlevés, on est arrivé au rocher et les oiseaux avaient divisé leurs effectifs par 20, 30 ou 40. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est d'imaginer que ce guano sur la côte sud péruvienne a sans doute contribué indirectement à l'essor pré-industriel de nos sociétés. Des gens pensent que c'est grâce à une agriculture performante, grâce aux fientes de ces oiseaux qui vivent sur les côtes du Pérou, en gros, que le décollage de l'économie européenne et occidentale a pu se faire. On ne saura jamais combien on doit aux oiseaux. Déjà dans ce domaine-là, il y en a bien d'autres. Regarde, magnifique. Face à ces îles couvertes de guano, les dunes côtières sont perpétuellement nimbées de brume. Ce phénomène est dû à la présence d'eau glacée au contact du désert chaud et sec. Une petite colonie de condors venue des Andes lointaines a atteint son but et attend dans la falaise avec la patience des charognards, sûrs de leur impunité. Ah, peut-être bien, oui. Ah oui, sans doute que oui. C'est incroyable. C'est gros, hein. Ah oui, c'est gros. C'est impressionnant. J'en ai compté 2000 à 3000, et j'ai dû me tromper de plusieurs centaines, parce qu'il y a un petit creux là-bas, et puis sans compter toutes celles qu'il y a autour, il y en a peut-être bien 5000. Elles n'ont pas peur, c'est ça qui est bien. C'est magnifique.
Ce sont des vautours, les petits noirs. Hein. Oui, ce sont les benjamins de la famille des condors, les cathartidés. Ils s'appellent vautour Ora, fille d'Éole, Éole, dieu du vent. Ce qui est magnifique, c'est que pendant qu'on observe ces lions de mer, on a vu les premiers condors des Andes, pour qui visiblement cet endroit est un précieux garde-manger. Hein. Pour le condor des Andes, le littoral est un élément clé dans sa nourriture, dans ses ressources alimentaires. Ce sont les carcasses de taris, de cétacés, peut-être même quelquefois des œufs ou des poussins de pélicans ou voire des cadavres d'oiseaux. Donc si la route de la mer du Pacifique lui est coupée, l'avenir du condor est sombre. Et malheureusement, de plus en plus, le condor a du mal à s'approcher de la mer qui est envahie par l'homme, bien entendu. Les côtes sud péruviennes regorgent de vie et ça, c'est incroyable. On a devant nous, là, ce que devrait être l'un des plus fabuleux gisements de vie sauvage de la planète. Mais en ce moment, un petit peu affecté par le phénomène El Niño. Alors, ce qu'il faut expliquer, justement, c'est que tout est lié d'ailleurs. Ce qui est stupéfiant, c'est de trouver des animaux comme ces otaries à ces latitudes-là, car on est juste sous l'équateur, on est entre l'équateur et le tropique du Capricorne, et ça, ce sont des animaux qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des régions plus australes. Et ça, c'est dû à un phénomène très particulier qu'on appelle le courant de Humboldt, qui est une remontée d'eau très profonde, donc d'eau froide, et d'eau très favorable à la vie. Pleine de nutriments, c'est-à-dire de sels minéraux. Les cadavres de tous les poissons de l'océan vont au fond et ne remontent que grâce à ces zones qu'on appelle en anglais upwelling et qui sont, avec un courant de l'Antarctique qui se mélange, une ressource d'oxygène, une ressource de nutriments qui permet cette vie extraordinaire. Exactement, mais ce qui se passe d'une manière cyclique, c'est qu'à ce phénomène est associé un autre phénomène qui commence à être connu, c'est le fameux El Niño, car de temps en temps, eh bien, la réserve d'eau chaude qui est à l'ouest nous revient sur les côtes sud de l'Amérique et là ça crée des désastres écologiques considérables. Alors le Niño peut être léger ou peut être important. Un Niño normal ça tue 20-30% des oiseaux de mer du courant de Humboldt, voire des îles Galapagos qui sont également soumises au même problème. Mais par contre ce Niño, celui-ci a tué jusqu'à 80 à 90% des effectifs d'oiseaux et d'otaries de ces rivages. D'une part parce qu'il y a moins de poissons à manger, et d'autre part parce que les poissons sont beaucoup plus profonds. Ça veut dire que les mères otaries pour pêcher doivent aller très profond. Ça les épuise. Elles vont beaucoup plus loin pour pêcher, beaucoup plus longtemps, et quand elles reviennent, elles n'ont pas assez de lait, leurs petits meurent. Alors c'est ce qui explique que cette population d'otaries, je crois, était d'environ 50 000. Là, il en reste 4 000. Mais enfin, il y a encore beaucoup de jeunes. On peut espérer qu'il y a de la graine d'otaries pour que ces populations se reconstituent. Le Niño est un dérèglement naturel du climat global de notre planète. Aujourd'hui, les scientifiques savent que les océans stockent de colossales réserves d'énergie solaire. Normalement, les eaux chaudes de surface du Pacifique sont repoussées par les alizés en direction de l'Asie. La place est alors libre pour que le courant froid de Humboldt remonte le long des côtes chiliennes et péruviennes. Lorsque le système qui régule les courants de surface se modifie, le Niño apparaît, libérant une monstrueuse masse d'eau chaude. Le courant de Humboldt ne pouvant plus remonter, la température des eaux de la côte sud-américaine augmente de 10 degrés, décimant ainsi la quasi-totalité de la faune marine. Parallèlement, l'Asie du Sud-Est, privée de moussons, subit une impitoyable sécheresse, tandis que les pays riverains de l'océan Indien sont victimes de canicules records ou de pluies dévastatrices. En 1997, le Niño a laissé près de 10 000 morts derrière lui. Entre la presqu'île de San Fernando et la pointe San Juan, ne résident plus que quelques dizaines de manchots de Humboldt, à une époque de l'année où ils devraient être plusieurs milliers. Chaque matin, ces drôles d'oiseaux quittent leur terrier poussiéreux pour regagner les vagues bienfaitrices. Alors pour eux, c'est un passage délicat parce que, évidemment, autant quand ils ont leur élément naturel dans le dos, ils peuvent éventuellement, en cas de problème, se réfugier dans l'eau, mais quand ils ont à faire des traversées comme sur ce plateau, ils sont évidemment assez farouches, car ils savent que ce ne sont pas de très bons marcheurs et qu'ils sont... Ils sont à la merci de n'importe quel prédateur. Un renard, du coup, pourrait très bien en cravater un, c'est très facilement. Et puis l'homme, bien sûr, qui lui a laissé quelques traces amères, parce que ces malheureux manchots ont été éliminés par dizaines de milliers. On les faisait bouillir pour en sortir une huile. Comme les baleines et comme les phoques. Ces fameuses huiles d'éclairage qui ont permis de s'éclairer avant que la fée électricité ne vienne.
Il y en a un qui dresse son cou, là, juste en vigie. Ah, ils n'ont pas de cadeau à nous faire. C'est amusant parce que quand on observe les manchots, je rappelle que les manchots sont dans l'hémisphère sud et les pingouins dans l'hémisphère nord, mais comme en anglais on dit penguin, du coup on a utilisé un peu ce nom à tort et à travers, mais si vous dites devant un ornithologue pingouin de Humboldt, vous vous faites reprendre immédiatement, ce sont des manchots de Humboldt. Et alors ça nous rappelle qu'il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui ne volent pas, pour différentes raisons, soit parce qu'au fur et à mesure de l'évolution, ils ont perdu cette faculté de voler, tout simplement parce qu'on pense que le vol est né de la possibilité de fuir des prédateurs, et des oiseaux comme le râle d'Aldabra sur une île aux Seychelles, qui s'est trouvé isolé sans aucun prédateur, la nécessité de voler n'étant plus utile, il a perdu cette capacité. Il y a des oiseaux comme les autruches qui pèsent à peu près 120 kg, mais ils ont transformé cette déficience en étant des oiseaux qui courent très très vite, à près de 60 km/h je crois. Et puis alors il y a les manchots, regarde là-bas. On va essayer de s'approcher. Allez. C'est un peu comme si l'Antarctique avait une petite ambassade ici, de représentation. Il faut quand même se rendre compte que les manchots de Humboldt sont des oiseaux rares, et qu'on a une grande chance de pouvoir les observer. C'est l'espèce la plus rare avec le manchot des Galapagos. Cette année, on estime à une 40 000 individus maximum entre le Chili et le Pérou. Il y en a qui arrivent là-bas. C'est un plaisir de les voir rentrer. Parce que ils ont des poussins qui ont entre 15 jours et un mois, donc le mâle et la femelle se succèdent régulièrement pour les nourrir. Une pêche qui ne doit pas excéder une demi-journée apparemment, donc ils ne doivent pas aller très très loin et très profond de ces côtes. Alors que les manchots empereurs, qui sont les plus grands des manchots, vont très très loin chercher de la nourriture. C'est le grand bleu, c'est vraiment le grand bleu. Très profond, ouais. Certains d'entre eux ont été positionnés à 600 mètres de profondeur. Les biologistes sont d'autant plus stupéfaits qu'ils ont calculé qu'ils avaient 4 minutes d'oxygène pour tenir en apnée, et ils font des apnées qui sont bien au-delà de cela, de 7 minutes ou même plus. Ils pensent qu'ils sont capables d'agir sur leur métabolisme en privant toutes les parties du corps qui ne servent pas à l'apnée et en irriguant seulement celles qui sont sollicitées pour l'apnée, ce qui leur donne donc la possibilité de puiser dans ce stock d'oxygène et de dépasser leurs 4 minutes virtuelles d'apnée. Ce qui est drôle, c'est que les oiseaux qui ont mis tant de temps pour passer leurs conditions de terrien à la possibilité de voler, eux, les manchots, ont fait exactement le cheminement inverse, parce qu'avant, ils volaient, et leurs nageoires, ce sont des vestiges d'ailes, quelque part. Ils font partie de ces oiseaux qui ont fait un grand choix, celui de nager au lieu de voler. Ça s'est passé, je crois, il y a 60 millions d'années. Et à ce moment-là, le monde se réchauffait, les masses d'eau chaude descendaient, et ils ont fui cette eau chaude pour se rapprocher du pôle sud, de l'Antarctique, de l'hémisphère austral. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert cet outil qui est une aile d'oiseau recouverte d'écailles, écailles de poisson ou écailles de serpent, je ne sais pas, c'est un peu un retour aux sources. Parce que quand on compare une rémige, on relève une rémige d'un oiseau normal qui vole, avec cette espèce de petite écaille qui est une formidable revêtement pour cette nageoire qui ressemble presque à un aileron de requin ou à une nageoire de poisson. Comme ça, on pourrait croire un aileron de requin. Pour ceux qui l'ignorent, il faut rappeler que les oiseaux descendent des reptiles. On pense que leur ancêtre le plus proche, ce sont des dinosaures, des petits dinosaures carnivores qui se sont transformés petit à petit, et que les documents fossiles qui attestent de ça, ce sont les fameux Archaeopteryx, qui sont les premiers oiseaux dignes de ce nom, mais que leurs ancêtres ressembleraient un peu à ces reptiles que Spielberg a mis à l'écran, qui sont les fameux raptors, et que ça illustre. Il y a eu des quantités d'espèces. On n'imagine pas, ça a duré 100 millions d'années quand même, avant que les reptiles volants ou les premiers oiseaux deviennent des oiseaux modernes. Alors entre 200 millions et 60 millions, il y a eu beaucoup de place pour beaucoup de bêtes différentes, invraisemblables sans doute. À 350 km à vol d'oiseau de Lima, la capitale du Pérou, et à quelques encablures de la côte du Pacifique, un plateau désertique au pied des Andes
portent les tatouages immenses et mystérieux d'une civilisation disparue depuis plus de 1000 ans. Les Nazca ont laissé là, à même le sol, un prodigieux livre d'images, comme un message en direction des étoiles. Sur cet altiplano, le mot Pampa n'a rien de romantique. La mort n'est jamais loin. Comme les civilisations qui les ont précédées, les Nazca momifiaient leurs défunts avant de les ensevelir dans des trous en forme de bouteilles. Mais les pilleurs de tombes, les Huaqueros, ne les ont pas laissés dormir en paix. À la recherche des bijoux, des étoffes et des poteries enterrées avec les dépouilles, ils ont saccagé et saccagent encore les tombeaux, abandonnant les corps momifiés sur le sable. Alors la figure la plus insolite sur le flanc de cette petite colline, on l'appelle le cosmonaute, tant elle a intrigué les esprits. Il y a des grandes lignes géométriques qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de long. Certaines ressemblent à des pistes d'atterrissage pour vaisseaux spatiaux. Certains ont pensé que ces civilisations avaient préparé la venue d'extraterrestres, et d'autres ont longtemps cru que c'était les extraterrestres eux-mêmes qui avaient dessiné toutes ces lignes et tous ces dessins, car comme personne ne comprenait pourquoi on avait fait des lignes qui n'étaient visibles que du ciel, on pensait que ceux qui les avaient dessinées étaient dotés de cette capacité de s'élever dans les airs. Évidemment, ces lignes décrites pour la première fois en 1926 ont donné lieu à toutes les interprétations, y compris les plus fantaisistes. Mais la mathématicienne Maria Reich, elle, y a vu plutôt des interprétations astronomiques. Et toutes ces lignes auraient eu pour vertu de permettre à ces civilisations d'avoir une notion du temps et de pouvoir prévoir et calculer les périodes d'irrigation et de travail de la Terre. C'est une des nombreuses interprétations, et sans doute qu'il y a un peu de vérité dans toutes ces théories. La plupart des lignes ou des dessins sont faits soit en raclant le sol, soit par amoncellement de pierres, et comme il pleut très peu dans ce désert très aride, ces traces ont perduré sur des siècles et même des millénaires. Voilà le perroquet. On est dans le thème d'Où Soya Nature ce soir. On va arriver au-dessus du Condor, justement. On pense en tout cas que toutes ces fresques et toute cette œuvre étaient centrées sur la religion de l'eau, et que le dieu le plus important ici, c'était le dieu des sources, Kon, d'où est né d'ailleurs ce mythe du Condor, car le dieu Kon avait un corps de condor, un visage humain, et la légende dit qu'il veillait en permanence sur cette région aride en inondant régulièrement de ses larmes les cultures pour les fertiliser. Et curieusement, certaines de ces lignes coïncident avec les réseaux d'eau souterrains. C'est la visite d'un musée à ciel ouvert. Voilà le singe. Là, il doit y avoir le fameux pélican. Je crois que c'est la plus longue figure. C'est sans aucun doute la plus grande fresque du monde. Elle s'étend sur 500 km². Les premiers artistes ont commencé à œuvrer 500 ans avant Jésus-Christ et les derniers 500 ans après Jésus-Christ. Des orques et des baleines. Et ces lignes offrent parfois des perspectives incroyables parce que par moments elles passent carrément sur le sommet des collines et des montagnes. Et c'est un travail de titan.
Voilà le colibri sous mon aile gauche. Aussi un oiseau emblématique du Pérou, qu'on aura peut-être la chance de rencontrer un peu plus haut dans la cordillère des Andes sur le chemin des Incas. Magnifique figure stylisée. Une des nombreuses représentations de ces très énigmatiques lignes de Nazca. Grands artistes, les Nazca ne connaissaient pas l'écriture. Leur histoire nous échappe et nous ne saurons probablement jamais pourquoi ils aimaient tant les oiseaux. Plus à l'est, la toute-puissante cordillère des Andes dresse une formidable barrière rocheuse, alignant dans un axe nord-sud ses sommets dépassant 6000 mètres. Au pied de ces pics aux neiges éternelles, sur des cols ou des promontoires où la végétation est luxuriante, la civilisation inca a bâti le socle de son empire. Peuple de guerriers aguerris, probablement venus de la forêt amazonienne, les Incas eurent le génie politique de fédérer les autres civilisations andines tout en profitant de leurs connaissances et de leurs traditions millénaires. Ils allaient fonder à Cusco, vers l'an 1200, une dynastie qui allait étendre son influence de l'Équateur au Chili. Un empire au moins égal à celui que contrôlait la Rome antique, conquis en moins de 2 siècles et perdu en quelques heures devant une poignée d'Espagnols. Adorateurs de l'astre solaire, les Incas ont parsemé les Andes de villes forteresses ou de citadelles religieuses aux murs cyclopéens, reliés entre elles par 15 000 km de routes empierrées. Certaines de ces cités des nuages, comme Sayac Marca ou Huinahuanay, perchées entre 2500 mètres et 4000 mètres d'altitude, resteront ignorées pendant 5 siècles. Nicolas Hulot et Michel Terrasse ont suivi le chemin de l'Inca, une chaussée des géants que les conquistadors n'ont jamais empruntée. Plusieurs heures de marche harassantes leur seront nécessaires pour atteindre Huinahuanay, où Angélie, biologiste française, étudie le comportement du colibri, le plus petit oiseau du monde. En compagnie de 2 guides indiens, Anne recherche les nids, la meilleure façon pour observer ces oiseaux rapides comme l'éclair. ¿Se puede me ayudar a encontrar niños de picaflores aquí? Sí. Por favor. En esas ramas aquí están. ¿Pueden haber? Ça devient sérieux là. Faut les aimer les Incas. Il faut s'imaginer qu'ils se promenaient là en chaise à porteur. Oui, bah, si j'avais su. Et que quiconque les faisait tomber était puni de la peine de mort. Oh. Allez. Ils avaient fait des réseaux incroyables qui franchissaient des cols à 5000 mètres. Et d'ailleurs, quand on voit ces chemins Incas, on mesure à la fois la puissance de cet empire. Oui, mais toute proportion gardée, parce que quand on compare, par exemple, à la civilisation maya, au Mexique et au Guatemala, et notamment à la période classique, c'est-à-dire du 3e siècle au 6e siècle après Jésus-Christ, qui est quand même donc presque 1000 ans avant la civilisation inca, ils ont été eux aussi capables d'édifier des citadelles et des forteresses extraordinaires. La civilisation inca, en fait, elle est arrivée la dernière, mais elle a reçu l'acquis de quantité de civilisations précolombiennes qui, en Amérique du Sud, n'avaient jamais atteint, bien entendu, l'ampleur de la civilisation maya, mais depuis l'Équateur jusqu'à l'Argentine, avaient fait des choses extraordinaires. Et avec un système, un appareil militaire incroyable, ont réussi à conquérir un empire, le plus vaste empire que l'Amérique, dans son ensemble, n'ait jamais connu. Mais évidemment, là où le bas blessait, c'est que leur système défensif en était resté pratiquement à l'âge du néolithique, alors que quand les conquistadors sont arrivés à Pizarro et Almagro en 1530,
Ils se sont trouvés devant des gens démunis qui les ont pris en plus pour des dieux. Donc le mousquet a ravagé en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, une civilisation fantastique. Ouais, on ne jouait pas dans la même cour. Fantastique. Vraiment. Et voilà. un rêve. Quelle apparition magique. C'est invraisemblable. C'est absolument incroyable. 4 heures de marche depuis le Machu Picchu. On comprend d'ailleurs pourquoi ils ont découvert ce site avec près de 35 ans de retard, puisque le Machu Picchu a été découvert en 1911 et Huayna Huayna, c'est le nom de ce site, a été découvert en 1945, était complètement enfoui sous un amas de végétation depuis que les Incas l'avaient abandonné. Et littéralement, ça veut dire la fleur éternelle, c'est le nom d'une orchidée endémique que l'on doit trouver sur les flancs des montagnes ici, dont peut-être se nourrissent les colibris. Il faut espérer que ça nous porte chance, car on aimerait bien pouvoir observer aussi quelques colibris. Alors, cette ligne de tente du chemin sacré des Incas regarde toujours la montagne en face, qui est la plus belle succession de hautes montagnes avec des glaciers jusqu'à 6000. Et moi, je pense que ce n'était pas pour rien s'ils avaient choisi ça, parce que la montagne, dans toutes ces civilisations pré-colombiennes et même incaïques, revêtait une importance immense. C'était vraiment le lieu où se cachaient, où s'abritaient les dieux. Huayna Huayna, c'est peut-être une annexe du Machu Picchu, mais celle-là est beaucoup moins connue et tout aussi émouvante quand on débouche comme ça au sommet d'un col et qu'on a ce spectacle, c'est la récompense de l'effort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quand même des agriculteurs, probablement dépendants du temple, qui sur ces terrasses faisaient pousser le maïs et la coca, dont les prêtres offraient régulièrement des échantillons à titre de libation. Ça, c'est caractéristique de l'architecture inca. C'est même presque une empreinte de leur technique de construction avec ces pierres proéminentes. Et ce qui est merveilleux, c'est le nombre d'arêtes, de faces que l'on peut trouver sur chaque pierre. Et encore, celle-ci n'en a que, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il y en a qui ont 12, 20, paraît-il même 30. Et c'est déjà un des mystères de l'Inca, puisque il y a non seulement des clés pour éviter que ça bouge dans ce sens-là, mais dans le sens profond qu'on ne peut pas voir. Donc chaque pierre est calée dans toutes les positions, elle ne peut pas bouger. C'est ce qui explique que les tremblements de terre, apparemment, n'ont pas fait bouger cette citadelle. Ouais, ils ont peut-être trouvé avant l'heure les constructions antisismiques. On peut faire un test, là. Une lime à ongles ne rentre pas. Bon, mon peg est un peu épais, mais c'est inimaginable quand même. Ça n'existe pas. Moi qui suis un amoureux des pierres sèches dans l'Aveyron, je n'ai jamais vu une construction pareille. Il y a vraiment de quoi être jaloux, quoi. Ne saura-t-on jamais pourquoi il y avait autant de fontaines? Il y en a 12. Est-ce que les moines utilisaient de façon croissante vers la pureté maximum? Ou au contraire, est-ce que c'était pour chaque moine? Ça me fait penser aux piscines et aux endroits de libation des temples romains. L'eau éternelle purificatrice. Prendre sa douche là, ça a quand même de l'allure. Hein. Face au sommet enneigé de la cordillère. Là, il va y avoir des grandes poutres là pour tenir les toits. J'adore ces formes en oblique. Ce que je trouve incroyable, c'est toutes ces pierres rondes partout. Je pense que ça supportait les toits de chaume, mais encore, j'en sais rien du tout. Alors, la vue sur les montagnes, quel balcon! Toujours ces pierres rondes.
Alors cette pièce vigie, paramilitaire ou zone sacrificielle. Quand on voit ça, regarde. Ah, là, il faut qu'il y ait un condor dans le ciel, c'est pas possible. En tout cas, on l'imagine. Je sais pas si c'est là qu'ils faisaient des sacrifices humains, mais en tout cas, c'est propice à ça. Hein. Ça, c'est terrifiant et merveilleux à la fois. 120 mètres de vide. Pas vu beaucoup de condors hein, pour l'instant. Et pourtant, on en rêve du condor. Parce que c'est pas possible dans un temple comme celui-ci, avec tout ce passé invraisemblable, que le condor ne soit pas quelque part en train de nous regarder. J'en suis sûr. Il est spirituellement présent parce que ce qu'il faut admettre, c'est que le condor, tant chez les Incas, mais dans pratiquement toutes les civilisations précolombiennes, est omniprésent dans la cosmogonie. Ah, c'est très compliqué parce que on a souvent tendance à résumer toute cette histoire dans les 3 siècles, en gros, de l'histoire des Incas, qui est très brève, alors que depuis 1000 ans auparavant, voire plus, des civilisations comme par exemple celle de Tiahuanaco, près du lac Titicaca, oui, avaient déjà imaginé que le soleil naissait d'un œuf pondu par le condor. Qu'est-ce qu'il incarnait pour eux? Pourquoi il avait une telle importance dans la représentativité ou dans le symbolisme? Je pense que déjà, en tant que grand rapace, très spectaculaire, spécialisé dans la consommation des carcasses, c'est lui qui efface de la terre le spectacle choquant de la mort. Alors ça a dû tout de suite marquer les gens, c'est à la fois purificateur, c'est aussi une façon de revivre à travers la mort. Donc c'est un petit peu la vie éternelle, c'est l'esprit planeur qui guide les âmes vers les paradis plus ou moins cachés. Bon, c'est quand même d'un très fort symbolisme. Une chose est certaine, c'est que toutes ces sociétés vénéraient beaucoup plus les animaux en général et le condor en particulier. Et c'est peut-être un peu ce que l'on a perdu au 19e siècle et au 20e siècle, d'où d'ailleurs la quasi-disparition ici du condor. Et nous, pour aujourd'hui avoir une chance plus certaine de les apercevoir de près, il va falloir qu'on chemine sur la cordillère des Andes, mais beaucoup plus au sud, en Argentine, où là, les colonies sont beaucoup plus importantes qu'ici. T'as trouvé quelque chose? Oui, regarde. Un nid de colibri avec 2 petits jeunes dans les herbes suspendues dans les plantes sèches. Ah, là, juste ça? Oui. Incroyable. Il y en a dedans? 2 jeunes. Ah oui, ça c'est extraordinaire. On est juste à la plante de Winaywaina, juste dessous. L'avancée du temple est au-dessus là. Et ils ont choisi une petite cavité Bien protégée du vent. du froid, surtout parce que les oisillons sont très fragiles. Je savais que les colibris en général ils avaient au maximum 2 œufs. Et c'est la femelle qui s'en occupe, qui les nourrit en permanence. D'ailleurs, on ne va pas rester là trop longtemps parce que je suis sûr que la femelle ne doit pas être très loin pour essayer de les nourrir. Le mâle, lui, il est polygame, mais il ne s'occupe pas du tout de sa famille. Il faut préciser parce que de temps en temps, on l'ignore, mais que le territoire des colibris, c'est... Ah ben, j'ai entendu la mer. C'est uniquement le Nouveau Monde, du nord au sud. Mais avec une plus grande diversité et une plus grande quantité d'espèces en Amérique du Sud. D'ailleurs, sur l'Amérique du Sud, c'est la 2e famille d'oiseaux la plus nombreuse. Et ce sont des oiseaux tout à fait extraordinaires, qui sont un peu le pendant du condor, parce que le condor, c'est pratiquement le plus grand oiseau du monde. Il fait un peu concurrence avec l'albatros au niveau de la taille. On dérange un peu la mer. Et le condor doit peser 15 kg, alors que le plus petit colibri pèse 1,80 g. C'est-à-dire qu'il y a des papillons qui sont plus lourds que le colibri. Ça, c'est assez rare hein, quand même de pouvoir observer ça. Ah oui. Oui, ça c'est beaucoup de chance. C'est grâce à Pasquale. Grâce à Pasquale. Je crois qu'il y a la mer. On va un peu se reculer parce qu'il semble que la mer, on doit la déranger. Tout à fait. On va se déplacer un peu par là. Et regarde. Les précisions du vol, elle commence par
approcher, elle est toute un petit peu inquiète parce qu'on n'est pas très loin. verticale aussi. Et elle s'est positionnée, voilà, ça y est. Elle a becté. Ce qui fait la caractéristique de cet oiseau emblématique, c'est son vol. D'abord, c'est un oiseau excessivement rapide qui vole entre 50 et 100 km/h. Mais c'est un vol vibré. Il peut avoir jusqu'à 120 battements d'ailes par seconde. Et c'est le champion du vol stationnaire. Il peut éventuellement, en tendant les ailes vers l'arrière, reculer. Et puis c'est le seul vertébré qui vole de bas en haut et de haut en bas, un petit peu comme un hélicoptère. Et alors évidemment, tout ça lui demande une dépense d'énergie colossale. Il est obligé de refaire le plein de carburant chaque 15 minutes environ. C'est magnifique ce nid. Alors ça, c'est un cadeau des Andes. Heureusement d'ailleurs que les colibris ont un chant caractéristique dans les aigus parce que la difficulté de les voir dans la forêt, il faut avoir, surtout qu'ils sont tellement rapides. Où est-ce qu'il est celui-là? Puis surtout, tu le vois, il est sur la branche oui, ça y est. derrière. Ouais, ouais. Hop, il se déplace, là il fait un stationnaire. Oui, oui. Et puis je pense que c'est assez territoriaux en fait. Hein. Alors, il y a deux types de colibris. Il y a des colibris qui sont territoriaux et qui fécondent des petites fleurs qui ont peu de nectar, tandis que les colibris à bec long sont solitaires en fait et explorent un territoire beaucoup plus large. Ils recherchent des fleurs dont le nectar est beaucoup plus concentré. Ce sont les champions toutes catégories de la pollinisation. C'est vraiment leur profession. C'est un pollinisateur spécialisé. Délicat en plus. Délicat. Il est capable de butiner des fleurs qui sont extrêmement délicates, qui ne supporteraient pas le poids d'un oiseau. Mais le colibri est capable de prélever avec beaucoup de précision en fait le nectar qui se trouve à l'intérieur de la fleur, ceci grâce à son vol qui est extrêmement précis. Et il aspire ce nectar par une langue en forme de gouttière. On a l'impression, alors je ne sais pas si c'est les fleurs qui ont évolué en fonction du bec des oiseaux ou les oiseaux qui ont évolué en fonction de la... Ils ont évolué en face à face, c'est vraiment ce que l'on appelle la coévolution. C'est-à-dire que tous les êtres vivants, animaux et végétaux évoluent, mais il arrive parfois qu'un animal et une plante se retrouvent en vis-à-vis, en interaction très forte, ce qui va modifier les caractères de l'un et de l'autre. Cela peut porter sur un ou plusieurs gènes. Et en fait, il va y avoir une véritable spécialisation de l'un vis-à-vis de l'autre. À telle enseigne que certaines fleurs ne peuvent être pollinisées que par des colibris. Tout à fait. Et il y a des fleurs encore plus futées qui miment les fleurs qui sont pollinisées par les colibris, mais qui, elles, ne contiennent pas de nectar, de manière à être visitées elles-mêmes par le colibri. Donc en fait, à partir du moment où il y a coévolution, ça met en jeu une série d'interactions entre tous les êtres vivants, à tel point que certains auteurs n'hésitent pas à dire que la coévolution, c'est le moteur de l'évolution en fait. Et quand tu dis qu'il y a une coévolution, ça s'est fait sur une échelle de temps très longue? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette coévolution n'est pas un phénomène stable dans le temps. En fait, la coévolution est souvent comparée à une histoire de couple. C'est un petit peu la rencontre et le cheminement plus ou moins durable de deux êtres qui sont parfaitement dissemblables. Mais évidemment, elle n'aboutit pas à une reproduction. Il n'y a pas de descendance, mais c'est un cheminement commun. Quand on voit la corolle tubulaire de certaines fleurs, on a l'impression que c'est un fourreau qui a été formé, exactement, ajusté sur le bec du colibri. Ah oui. Tiens, je peux prendre juste les jumelles 2 secondes. Si je les mettais dans le bon sens, ça serait peut-être mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pour filmer ces images de battements d'ailes au ralenti, il a fallu se rendre dans un lieu plus propice que ne l'est la cordillère des Andes. Le regard des oiseaux dans le ciel sud-américain permet de mieux comprendre comment s'étagent les 3 biotopes qui font la richesse naturelle du Pérou. Après avoir exploré la côte pacifique désertique, puis les hautes vallées andines marquées du sceau des civilisations précolombiennes, Ushuaia Nature plonge sur le versant est de la cordillère, là où la jungle sauvage dessine les confins occidentaux du bassin de l'Amazone. Angeli connaît bien cette partie de la forêt équatoriale péruvienne, où vivent 1000 des 1800 espèces d'oiseaux que l'on trouve dans le pays. La réserve de Tambopata est un lieu privilégié pour les scientifiques. Elle englobe une immense région au sud du Rio Madre de Dios, un affluent de la Grande Amazone.
Anne a rejoint Luis Zapater, un biologiste péruvien travaillant au centre de recherche sur les oiseaux sylvestres et plus particulièrement les perroquets. Avec l'aide d'un guide indien, ils vont se hisser dans la canopée pour observer les oiseaux couleur arc-en-ciel. Une petite pierre attachée à un solide fil de pêche est lancée par-dessus une haute branche. Il suffit alors d'attacher une corde au bout du fil de pêche et de lui faire suivre le chemin de la pierre. Après avoir sécurisé les cordes, il reste ensuite à grimper à l'aide d'un jumard jusqu'à la minuscule plateforme installée à 40 mètres du sol. ¿Todo bien? Sí. Dale, dale. Ya. Ya estás llegando. Tan alto. 2 pasos. Dame la mano. Gracias. Hay papagayos. Hay cualquier cantidad de papagayos. ¿Estas aquí son aramacao? Sí. Il y a au total 18 espèces d'ara. Aquí no Perú. Non, en el mundo. Non, dans le monde. No, en esta región, Dans cette région, existen il en 6 existe 6 espèces. Donc ici, ce projet vise à protéger les espèces de perroquets, mais c'est une zone qui est très riche. La région où nous nous trouvons, le sud-est péruvien, constitue un refuge de la biodiversité. Elle est protégée par 2 grandes barrières géographiques. D'une part, la cordillère des Andes, et d'autre part, 12 chutes immenses qui séparent la vallée du fleuve Madre de Dios du reste de l'Amazonie et ont permis ainsi d'éviter que ne soit colonisée la région pendant de nombreuses années. Donc c'est une aire déjà naturellement protégée. Oui, il existe plus de 550 espèces d'oiseaux dans cette seule région. Seulement dans cette zone. Les jeunes volent avec les parents. Oui, les grands aras volent toujours en couple. Et lorsqu'ils ont un petit, ils volent à 3 pendant 1 an, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands. Et les couples restent fidèles à vie. ¿Me prestas tus binoculares? Au petit jour, les 2 scientifiques remontent la rivière Tambopata jusqu'à une falaise d'argile dégagée au fil des crues, la Colpa. Ils savent que, comme presque tous les jours durant la saison sèche, les aras devraient y venir nombreux et en famille, se gaver de kaolin rouge. Que c'est un grand défilé, un grand rassemblement et que les oiseaux y prennent beaucoup de plaisir. Dans toute l'Amérique du Sud, il existe pas mal de colpas. Nous en connaissons une trentaine. La particularité de celle-ci, c'est que non seulement c'est la plus grande, mais aussi la plus diverse. C'est une falaise d'argile. Plusieurs espèces de perroquets viennent ici pour en manger. On ignore pour quelle raison. Peut-être pour obtenir un supplément alimentaire en sels minéraux, ou bien s'agit-il d'un moyen de digérer les graines qu'ils mangent et qui contiennent des toxines, ou c'est tout simplement un type d'interaction sociale qui nécessite le regroupement. Ce sont des animaux tellement intelligents que de toute façon, ils ont besoin de se réunir une fois par jour pour un acte de socialisation. Ils se lissent les plumes les uns les autres, ils volent ensemble, ce qu'ils ne font pas d'habitude, ils s'interpellent, se répondent,
En fait, c'est une grande réunion, c'est un petit peu comme aller prendre un café au bar avec des amis. Tout à fait. Les petits perroquets au plumage vert arrivent les premiers et se mettent à voler en cercle de façon continue, jusqu'à ce qu'ils décident de se poser, puis commencent à manger. Ensuite, les grands haras colorés se posent à leur tour. Mais ils vont rester au-dessus des autres. Il y a une hiérarchie. Eux sont au-dessus et les petits vers restent dans la partie inférieure. Et s'il n'y a pas de place pour tout le monde, eux vont se poser et les autres dehors. Chico. Regarde, il y en a un qui s'est posé juste dessus. Là. Ah, Chico. Lucho, quand on voit les oiseaux évoluer dans leur habitat naturel à 40 mètres sur les arbres, et puis quand on les imagine dans des cages, on se dit que c'est absolument criminel pour ce type d'espèce. Oui, les gens adoptent facilement des perroquets comme animaux de compagnie, essentiellement parce qu'ils ont des attitudes anthropomorphiques. Ils défendent leurs biens, partagent la nourriture, font des espiègleries comme des enfants. Mais il ne faut surtout pas acheter des perroquets qui ont été arrachés à leur milieu naturel. D'abord parce que cela favorise le braconnage, et ensuite parce que pour un perroquet qui parvient sur le marché, on en compte 10 qui meurent au cours de la capture et du transport. La population des perroquets de cette forêt est à surveiller de près. Si ces oiseaux élégants et tapageurs n'étaient plus à ce singulier rendez-vous de la Colpa, ce serait peut-être l'un des signes de leur proche disparition. « 3000 km au sud des moiteurs de la jungle péruvienne, Nicolas Hulot et Michel Terrasse ont retrouvé Luis Jacome au pied d'une falaise toute différente au sud de l'Argentine. Luis, biologiste argentin, s'est donné pour mission de sauvegarder les condors. Il a demandé à l'équipe d'Ushuaia Nature de lui prêter main forte pour assurer la logistique de son projet scientifique. C'est là qu'ils sont, Michel? Ben oui, là, pour l'instant, ils sont... On en a compté 22. 22 esta mañana, Luis, non? Sí, 22. Hay 20 adultos y 2 juveniles. Il y a 20 adultes et 2 juvéniles. Et dans quelle falaise il aimerait qu'on aille poser le capteur? Alors, la grande paroi là-haut, le grand pic sous la lune, là. Ah oui? Oui, c'est l'endroit le plus représentatif. C'est inimaginable de penser que ce rocher est occupé depuis des siècles, des millénaires peut-être, par les condors. Au moins l'érosion profite à certains. Qu'est-ce qu'il a appris déjà sur les condors qu'il ne connaissait pas avant de commencer son programme? ¿Cuáles son las cosas más importantes que tú has aprendido desde tu programa? Quasiment tout ce que nous avons appris est nouveau. Nous pensions que les condors se déplaçaient d'est en ouest et qu'ils ne faisaient qu'une quarantaine de kilomètres. Grâce aux balises Argos, nous savons maintenant qu'ils vont du nord vers le sud et que les petits sont capables de faire 360 km dès l'âge de 2 ans.
Il faudra 3 heures aux cavaliers pour atteindre le sommet de la Buitrera, une immense paroi verticale, refuge provisoire des condors de la Valle Encantado, la vallée enchantée. T'as vu, regardez, ils commencent à voler les condors. Magnifique. C'est vraiment les sentinelles des Andes, qu'on a l'impression qu'ils veillent sur ce territoire. Et la grande chance, c'est qu'ils restent à cause de cet anticyclone, là, bien froid, sans vent. Et là, ils attendent les thermiques pour voler, donc on a une chance d'être posté avant le grand vol des condors. Ça va être fantastique. Alors ça, théoriquement, si on a de la chance, ils vont faire quelques vols. Incroyable. Et ils vont s'arrêter parce qu'ils attendent que ça chauffe un peu plus. Ils vont nous passer à quelques mètres si on a un peu de chance. Allez, on y Il va. ne faut pas perdre de temps. Là, il faut commencer à faire un peu attention. Normalement, on passe par la droite, mais c'est complètement casse-gueule en ce moment. Et ici, c'est le plus beau mirador du monde. C'est le mirador des condors. Ah, je suis heureux que tu aies ça. Ça, c'est vraiment le rêve total. Ça veut... Non, mais là, il y a une magie quand même. Regarde, ils volent tous, regarde. C'est incroyable. C'est incroyable. L'oiseau sacré des Incas leur réserve bien d'autres surprises. Longtemps protégés par les anciennes civilisations des Andes, repoussés depuis par l'expansion des populations, les condors ont fait de ces vallées du sud de l'Argentine un de leurs derniers sanctuaires. Près de San Carlos de Bariloche, l'équipe d'Ushuaia Nature et les scientifiques argentins sont allés les observer sur l'une de leurs 3 falaises refuges de la vallée enchantée. Bouge pas. Trop vite, pas trop vite. Attends, laisse-moi, je vais me reprendre une prise. Ici. Mon bras est bon, hein. Profites-en. Profites-en, je te tiens. Je te tiens. Voilà. C'est bon. On va pas se priver de ce spectacle. Hein? Écoute, on a la cordillère des Andes face à nous, la Patagonie qui se découvre jusqu'à Ushuaia pratiquement. C'est affolant. C'est vraiment la beauté du monde à l'état pur. Regarde ça. Alors là, on assiste en ce moment à ce qu'on pourrait appeler les premiers tests de vol d'une colonie de condors, d'un dortoir de condors. C'est-à-dire qu'ils testent. Là-bas, il y en a qui ont trouvé une pompe, qui sont déjà assez hauts. Et puis les autres, ils n'ont pas trop trouvé, puisqu'ils sont toujours à 30-40 mètres sol. Et ils battent des ailes. Le fait de battre des ailes, ça veut dire que c'est pas idéal comme thermique. Si c'était un bon thermique, ils seraient à 300 mètres sol et ils seraient déjà partis chercher à manger, parce que pour trouver à manger pour une colonie comme celle-là, en gros 800 grammes de viande par condor et par jour, ils doivent aller à 100 km pratiquement, facilement et sans dépense d'énergie. Et ça, c'est le vol plané. Leur force musculaire ne leur sert que pour décoller, pour trouver un bon thermique ou un bon courant de pente. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils montent et ils redescendent. C'est le phénomène de l'ascenseur. Ils font des Et le vol est un moyen d'observation. Ils ont une vue extraordinaire. C'est à peu près 9 fois la faculté des yeux de l'homme. Mais ils ont surtout une vision binoculaire qui leur donne une grande précision sur l'objectif. En fait, on s'imagine toujours que l'œil du rapace, l'œil de l'oiseau, grossit. Mais ce n'est pas un grossissement. Ils ont un œil particulièrement grand, qui est vraiment disproportionné, et une partie comme la fovea, qui est particulièrement riche en cellules. Dans cette zone-là, ils peuvent analyser comme un scanner 1 mètre carré de pampa comme celle-ci et voir à l'intérieur une souris ou un serpent caché dans l'herbe, alors que nous, on voit à peine la petite tache de neige. Ça, c'est ce que l'on appelle un reposoir. Voilà. Qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas l'endroit où les femelles viennent pondre et nidifier. Les premiers voyages que j'ai faits ici, tout le monde me disait que c'était des nids de condors. Et j'ai passé 8 jours en face avec un télescope pour vérifier dans tous les trous qu'il n'y avait pas un œuf. C'était très difficile de le prouver. Et j'ai perdu un temps infini avant de découvrir que les nids sont isolés à quelques kilomètres autour. Contrairement à beaucoup d'oiseaux, il ne fait pas de nid en réalité. Il utilise des cavités naturelles. Alors, il va faire une litière. Voilà. Son nid, ça ressemble un petit peu à cette micro-cuvette. Là, voilà. Il gratte les parois et il pose son œuf sur ce sable très souple et en même temps qu'il isole du sol qui pourrait être humide.
ne faut pas oublier qu'un condor, ça pèse entre 10 et 15 kilos et qu'un œuf, c'est fragile. Donc, ils prennent toutes leurs précautions pour ne pas abîmer leur œuf. Ils passent à peu près quoi, 70% de leur temps à se nettoyer le plumage. Ça dépend s'il y a une humidité dans la nuit. Ils passent 2 heures avant de partir. Hein. Non seulement remettre toutes les petites barbules en place, chercher un petit peu de corps gras à la glande uropygienne, là sur le croupion, graisser chaque plume pour que le pouvoir isolant soit parfait. C'est un chef-d'œuvre de la création, une plume, parce que en termes d'efficacité, c'est extraordinaire. Et la plume de condor, ça se voit quand il vole, alors qu'au repos, elle est convexe. Quand il vole, elle devient concave, tellement le poids de l'oiseau est important. Donc il s'enfonce dans son plumage comme un homme un peu lourd dans un matelas trop mou. Et autre rôle de la plume du condor, la base de la plume est fournie en duvet extrêmement chaud, extrêmement dense. Si bien que le condor est capable de vivre jusqu'à 8000, 10 000 mètres d'altitude. C'est d'ailleurs ce qui est extraordinaire chez les oiseaux, c'est qu'ils ont occupé des niches écologiques à tous les extrêmes de la planète. On trouve des manchots qui vont plonger à plusieurs centaines de mètres de profondeur dans les océans et des condors ou des oies qui sont capables de se balader à 8, 9, 10 000 mètres d'altitude. Il y a un cas d'un vautour africain qui a percuté un jet à 11 000 mètres, donc c'est sûr. Moi, je pense que ces oiseaux ont des problèmes quand ils sont si hauts. Ils ont dû être pris dans des masses d'air ascendantes, dans les grands cumulonimbus d'orage, et ils ne doivent pas être très contents d'être à cette altitude. Néanmoins, ils peuvent y aller et en revenir. C'est quand même extraordinaire. Quand on les entend glisser sur l'onde, c'est vraiment le bruit caractéristique des planeurs. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est vraiment les cavaliers du vent. Regarde, c'est extraordinaire. Voilà, ça c'est inimaginable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, évidemment, ça n'a rien à voir avec un accouplement. 2 étages de condor. C'est incroyable. C'est un biplan. Alors ça pourra venir ici 3 mois, on le reverra peut-être plus jamais, tu vois. Oh, voilà. ça, c'est extraordinaire. Luis Jacomet et ses assistants étudient les condors depuis des années. Certains jeunes rapaces, nés en captivité, ont été équipés avant d'être relâchés de balises Argos permettant de les localiser et de dresser ainsi une carte précise de leur déplacement. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Tu as recibido un Tu as repéré un condor? Oui, on reçoit un signal. Fantastique. Et où se trouve-t-il? Oh, je crois qu'il se trouve à une soixantaine de kilomètres d'ici. 60. Ah, ça marche très bien. Et celui dont tu reçois actuellement le signal, tu le connais? D'où vient-il? Oui, ce sont 5 jeunes qui sont nés d'eux venus de parcs zoologiques, de celui de Buenos Aires entre autres. On les a fait incuber pendant 2 mois. Et il a fallu 3 jours pour les faire sortir de l'œuf. Ils sont nés entre tes mains? Oui, exactement. Et maintenant ils volent à travers les Andes. Oui, ils volent dans les Andes, ici, en Patagonie. Mais on en a également réintroduit 2 dans les Andes vénézuéliennes, où la situation du condor est critique. Tu sais, au Venezuela, il ne reste plus que 5 condors. On peut rêver qu'un jour, les condors de Patagonie rencontrent les condors du Venezuela. Mais ça me semble difficile. Pendant ce temps, Nicolas a rejoint le sommet de la falaise opposée. Il s'apprête à descendre avec Sergio, l'assistant de Luis, dans la grande paroi de plus de 150 mètres où se situent les reposoirs des condors. Je crois que l'endroit est excellent. Il faudra un emplacement sur la gauche pour que les condors ne puissent avoir accès à l'appareil et pour le casser. Sergio a précédé Nicolas de quelques mètres dans le vide, sur des cordes sécurisées par Stéphane Girard et les membres de son équipe. Ça va, Sergio? On l'entend aujourd'hui.
¿Entiendes? Sí. Sonido de la... I put 1, 2, 2. Ok, gracias. Pour Sergio, cette descente en rappel sur corde est une première. Mais il s'est porté volontaire pour installer près des reposoirs des grands rapaces un capteur thermique et hygrométrique. 4 enregistreurs identiques seront mis en place en 4 endroits de la vallée. Ils permettront de comprendre pourquoi les condors ont choisi ce type de falaise pour y reprendre leur force. Michel, tu me reçois pour Nicolas? Si, je reçois parfaitement. Dis-moi, ce que tu appelles les reposoirs, c'est autant un dortoir qu'un reposoir? Ils passent la nuit ici? Oui, les condors dorment, bien sûr. Ils ont besoin de dormir pour se reposer après des grandes journées de vagabondage. Mais vraiment, la grotte où tu es en ce moment, c'est vraiment une grotte dortoir. Et je pense que tu mesures le privilège extraordinaire d'être sans doute le premier à poser les pieds dans un dortoir de condor. Ceci dit, c'est pas vaste. Hein. Luis, pour Nicolas? Sí, Nicolás, te escucho. Sí, ¿qué piensas tú de lugar? Es muy bueno, es excelente la Très bien, altura, la hauteur est pero excellente, deberían ir más mais hacia la il faudrait le poser izquierda, un peu plus à gauche, vers la paroi lisse, loin des déjections. A ver, Luis, si me copias. Sí, te escucho. Maintenant, à gauche de Nicolas, je vois un très bon emplacement, peu accessible pour les condors. C'est parfait pour fixer le capteur. Buen lugar para dejarlo acá. Sergio ancre solidement dans le rocher le boîtier qui enregistrera jour après jour les paramètres atmosphériques. Dans 1 an, il sera récupéré et les données seront analysées et interprétées sur ordinateur. Il va être temps qu'on quitte les lieux parce que j'ai l'impression qu'on est à un endroit exact où les condors ont l'intention de venir passer la nuit. Ils sont en train de patienter dans des vols qui se font de plus en plus pressants autour de cette falaise. Car là, on est exactement sur un reposoir. Et on voit bien tout le guano et les déjections des condors qui passent juste au-dessus de nos têtes pour nous demander de libérer la place. Il faut rappeler que le petit instrument qu'on est en train de mettre permettra à Luis et son équipe d'en connaître un peu plus sur les habitats des condors, et toutes ces connaissances sont indispensables pour améliorer la préservation et la protection de ces sentinelles des Andes. Aux antipodes de la falaise de la Buitrera, d'autres oiseaux, grands échassiers migrateurs, eux aussi en danger de disparaître, ont trouvé de nouveaux territoires et des hommes pour les protéger. Au Japon, sur l'île d'Hokkaido, l'hiver est rude. Passagers du froid, cygnes, grues et rapaces partagent les espaces glacés. De tous les oiseaux nidifiants sur les îles du Soleil levant, la grue blanche, noire et rouge symbolise depuis toujours dans la culture japonaise la longévité, la fidélité et la grâce. Pourtant, cet échassier, dont l'envergure peut atteindre 2,80 m, revient de loin. En 1925, on recensait seulement 12 spécimens sur l'île d'Hokkaido. La grue dite de Mandchourie a depuis trouvé de nombreux protecteurs. Ryori Takahashi fut l'un des tout premiers. Il est aujourd'hui celui qui connaît le mieux ces animaux, entrés dans le patrimoine du Japon en 1953, et dont la silhouette gracile est le modèle le plus utilisé dans l'art traditionnel.
Monsieur Takahashi prend un soin extrême de ses protégés, pour la plupart des grues blessées ou malades accueillies dans son parc et qu'il se fait fort de remettre sur leurs pattes. On prétend même qu'il aurait appris leur langage. Quand il y a de la glace sous la neige, les oiseaux glissent à l'atterrissage et tombent. Comme ils se servent de leur bec pour freiner, alors celui-ci peut se casser. Et chez nous, il y a des grillages. Il y en a qui se coincent le bec dedans et il peut se casser aussi. Mais le plus souvent, ils se blessent dans la nature. Alors ils sont ramenés dans le parc. Cet endroit pour les grues est un des premiers lieux de recherche sur les oiseaux, pour savoir comment ils vivent et ce qu'ils mangent. En prenant ce parc pour modèle, les gens donnent de la nourriture aux grues dans la nature, pendant les hivers rigoureux, pour qu'ils ne meurent pas de faim. Je pense que nous avons eu un rôle éducatif important. Le monsieur grue du Japon a depuis longtemps fait des émules dans toute l'île d'Hokkaido. Pendant l'hiver, la population met un point d'honneur à venir en aide à ces animaux. Les grues ont longtemps hésité à s'approcher des aires de nourrissage. Aujourd'hui, les oiseaux blancs et noirs ne boudent plus les grains de maïs répandus à larges poignées par des bénévoles qui chérissent ce symbole national comme la prunelle de leurs yeux. Une satisfaction pour Ryori Takahashi, auquel la télévision consacrait dans les années 70 un reportage sur sa première tentative d'incubation artificielle d'œufs de grue de Mandchourie. Et voici notre salle d'exposition. Ici, c'est la boîte d'incubation artificielle. C'est ce vieil appareil que j'ai inventé pour l'incubation. À l'intérieur, de cette façon-là, nous mettons les œufs des grues. 32 jours après, ils éclosent. Il y a des chiffres sur l'œuf. Nous le laissons chauffer 4 heures sur le côté numéro 1, et puis 4 heures sur le côté numéro 2, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous avançons vers la naissance du bébé grue. さらに全体が均等に温まるように3分の1ずつ回転させる。ピラーピピちゃんピコピちゃんよ危ないな。Ceci se passe le 20e jour avec la température qui convient. À ce stade, lorsqu'on les appelle, les œufs bougent.
Lorsqu'ils arrivent à leur 28e ou 29e jour et que nous les appelons, ils vont jusqu'à nous répondre. Moi, je ne sais pas voler, mais si je n'essaie pas de leur apprendre à voler, ils n'y arriveront pas eux-mêmes. Les oiseaux nés artificiellement essayent de courir face au vent qu'après 5 ou 6 mois. Nés naturellement, ils devraient être capables de voler à partir du 3e mois. Il faut vite leur apprendre à voler. Et sinon, comme leur poids augmente, ils risquent de se casser les pattes ou les ailes en atterrissant. La complicité née dans l'œuf entre l'embryon et l'homme perdurera avec le poussin après son éclosion. Ryori Takahashi devra se transformer en précepteur pour redonner aux jeunes grues nées en laboratoire l'art et la manière de répondre à l'appel de la nature. À ce jour, les grues sont hors de danger. Plus de 600 vivent à l'état sauvage dans le seul marais de Kushiro. Et si la colonie a peu à peu renoncé à sa migration annuelle, peut-être est-ce pour offrir à ceux qui les observent le spectacle permanent et la chorégraphie d'un ballet d'une beauté à couper le souffle. Pour la grue de Mandchourie devenue japonaise, danser est une façon de parler. La grâce naturelle du vol de ces grands oiseaux blancs demeurera à jamais sans égal malgré les petites merveilles de technologie que les hommes s'évertuent pourtant à perfectionner. Avec Andy, on essaie de repérer quelques condors sur les contreforts de la cordillère. Mais eux sont capables de voler tellement près du relief que on va se contenter de les observer par au-dessus pour pas trop les stresser. Les condors ont pris l'habitude de voir évoluer à la limite de leur espace aérien les engins pilotés par Andy Heidegger, un Suisse installé dans la région depuis de nombreuses années. Si généralement les oiseaux les ignorent, certains rapaces plus curieux viennent planer et voler quelques instants avec ces drôles de machines. Ce qui est incroyable, c'est de voir toute l'ingéniosité et la technique et l'intelligence dont l'homme a fait preuve depuis maintenant à peu près un siècle pour tenter lui aussi de s'octroyer sa part de gâteau du ciel. Mais il faut bien reconnaître que malgré tous ses efforts, il n'est par rapport aux oiseaux qu'un piètre imitateur, même si avec les planeurs, les ailes delta ou ce Swift qui est un peu le nec plus ultra du vol plané, on est quand même arrivé maintenant à des choses très sophistiquées. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder d'une manière assez banale le vol des oiseaux, mais c'est quelque chose d'extraordinaire et on s'en rend d'autant plus compte lorsque l'on est soi-même confronté à la nécessité de voler. Quand vous pensez que dans cet engin, il faut un moteur pour nous tracter et des ailes pour nous faire voler, eh bien les ailes des oiseaux remplissent les deux fonctions. C'est vous dire que le mouvement des ailes est quelque chose qu'on est incapable, alors nous les humains, de reproduire. Loin de là. C'est vrai que les oiseaux ont pour eux d'avoir eu 140 millions d'années pour se mettre au point. Ils ont un corps qui s'est fuselé au fur et à mesure de leur évolution. Il est bardé de petits sacs aériens qui le rend beaucoup plus léger. Les os se sont vidés de leur moelle pour se remplir d'air.
Et l'ensemble du plumage est truffé de micro-récepteurs qui analysent sur chaque point du corps la vitesse et le sens des écoulements d'air. Et les oiseaux sont capables de modifier leur forme d'aile à chaque instant. Certains oiseaux préfèrent le vol battu qui demande une débauche d'énergie très importante, 300 fois leur métabolisme de base, alors que le vol plané que font les condors n'élève leur métabolisme de 10%. Je veux dire que selon les oiseaux, leur taille et leur forme d'aile, chacun n'a pas la même dépense d'énergie. Alors en gros, tous les instruments dont on se sert pour voler, les oiseaux ont l'équivalent. Toutes les informations transitent par les yeux qui sont des organes excessivement efficaces. Il y a dans leur rétine des petites gouttelettes d'huile de couleurs différentes qui leur permettent par temps de brouillard de jouer un rôle de filtre et d'y avoir une vision meilleure. C'est-à-dire quand ils rentrent dans les nuages, ils continuent à voir la position du soleil, ce qui leur permet de se diriger, alors que nous, il nous faut tout un tas d'instruments pour pouvoir être à peu près à l'aise. On pense que dans l'oreille, il y a un petit organe qui, lui, détecte les variations barométriques et qui leur permet de savoir donc s'ils sont en train de monter et de descendre. On pense aussi qu'ils sont capables de détecter le spectre infrarouge qui leur permet de voir de très loin les thermiques, ces mouvements ascendants dont nous profitons, nous, les ailes delta ou les planeurs, pour s'élever dans les airs. Plus encore, les oiseaux sont capables de détecter le mouvement très lent des étoiles, donc de pouvoir détecter la seule étoile fixe, l'étoile polaire, et à partir de là, ils naviguent et sont capables de réaliser des migrations d'une grande performance. Autant de fonctions réunies dans ce corps des oiseaux dont l'anatomie et la morphologie s'est au fil du temps sophistiquée pour devenir des bêtes de vol absolument insensées. Sous les ailes du petit planeur motorisé de Nicolas, Michel Terrasse et Stéphane Girard s'approchent du bord d'un profond canyon où, lors d'un précédent voyage, l'ornithologue a été l'unique observateur d'un étrange rituel des condors de la vallée. Alors voilà la fameuse quebrada. Ça, c'est le balcon sud. Et on a une vue invraisemblable sur ce canyon inférieur. Mais ils descendent pas en bas quand même, ils descendent pas dans le C'est justement, c'est ça. Il y en a en bas là-bas. Et oui, ils vont descendre tout à fait en bas, tu vois, ils piquent. Et à mon avis, ils ont leur territoire caché dans ce canyon inférieur. J'en ai vu même rentrer dans l'embrun des cascades, tellement ils volent bas au-dessus de la rivière quand elle est en crue. Et toi, tu penses donc qu'ils nichent dans ce canyon-là? Bah, j'ai passé une petite semaine ici à les chercher et je suis à peu près sûr que les condors ont trouvé un endroit extrêmement caché, extrêmement dissimulé au ras de ce canyon. Et puis là, ils ont aussi une piscine extraordinaire où j'en ai vu jusqu'à 40 se baigner là. Mais c'est inapprochable, c'est pratiquement inaccessible. Bon, bah allez, on y va. Tiens, ils sont tous posés là. Oh, aïe, 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 aïe. Ça veut dire qu'il y aura un bain. Le bain des condors est un comportement très codifié dans lequel le respect de la hiérarchie joue un très grand rôle. Le mâle dominant du groupe se pose toujours au bord de la même piscine où attendent les femelles et les juvéniles. Il prend son temps et se dirige majestueusement vers la baignoire naturelle. C'est le signal qu'attendent les autres rapaces pour s'approcher. Puis, avec délicatesse, le grand mâle offre son plumage à l'eau bienfaisante. L'utilité du bain pour eux, c'est quoi? Ah ben, tous les vautours adorent se baigner, particulièrement quand ils ont mangé, parce qu'ils se sont salis. En Afrique, ils rentrent dans un éléphant mort, carrément. On peut imaginer un condor qui a mangé une bête un peu putréfiée. Donc il est tellement sale qu'il a besoin de se baigner. Mais même quand il n'a pas mangé, quand il a fait humide par exemple, qu'il y a une brume humide ici, tous les matins ils vont se baigner. Comme si leur plume poisseuse avait besoin d'être un petit peu nettoyée avant de sécher à nouveau.
Les grands condors des Andes qui ont dû fuir tant de hautes vallées de la cordillère ont trouvé au fond de ce canyon inaccessible un de leurs derniers havres de paix. Pour ces rapaces irremplaçables, comme pour bien d'autres espèces vivantes de la planète, c'est à la volonté des hommes de fixer désormais la destinée de leur population, si l'on veut encore longtemps entendre chanter dans le vent les grandes rémiges de ce Seigneur du ciel. On va faire un dernier petit vol pour saluer les condors. On va, à regret, leur libérer leur territoire. Il faut dire que voler avec un condor, même si on a gardé nos distances, procure une émotion et un plaisir comparable à celui qu'on peut avoir de se baigner dans les mêmes eaux qu'une baleine ou qu'un dauphin. Et si le plaisir du vol est aussi grand, c'est qu'il est né de ce sentiment de frustration d'avoir été privé par l'évolution de la possibilité de voler. Mais définitivement, si le vol a autant fait rêver les hommes depuis la nuit des temps, si la tentation de s'accrocher aux nuages a été aussi forte, c'est sans aucun doute parce que les hommes sont nés avec un oiseau quelque part niché dans leur cœur. Quoi qu'il en soit, j'espère que la connaissance, l'observation, les démonstrations de ces passagers du vent vous auront un peu plus rapproché des oiseaux et que dorénavant, si vous vous faites traiter de tous les noms d'oiseaux, vous prendrez cela pour un compliment. Pour conclure, on réduit les gaz, on coupe le moteur et nous voilà tout simplement un oiseau qui plane. Bonsoir.